Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Salut Pierre-Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons explorer les liens entre l'activité volcanique et le climat. Comment et dans quelles conditions cette activité influe-t-elle sur les conditions climatiques ? Et réciproquement, comment le changement climatique pourrait affecter les espaces volcaniques, voire l'activité elle-même ? Un petit voyage qui nous emmène sous les tropiques, mais aussi dans le Grand Nord et notamment en Islande, terre de feu par excellence. Alors, peux-tu nous dire quelques mots sur le volcanisme et les différents types de volcans ? Et oui, un petit peu de géologie. Le volcanisme se développe au niveau des frontières des plaques tectoniques. Ces très gros morceaux de croûte continentale et océanique qui flottent sur le manteau, constitués de roches en fusion, le fameux magma, qui donne de la lave lors des éruptions. On retrouve des frontières en divergence, c'est-à-dire que les plaques s'écartent, et des frontières en convergence où une plaque va plonger sous une autre plaque. On les appelle les zones de subduction. Eh bien, c'est au niveau des zones de subduction que l'on retrouve l'activité volcanique, mais aussi sismique la plus importante et impactante pour les populations, surtout au niveau de la ceinture de feu du Pacifique. Des volcans peuvent également se développer au sein même des plaques tectoniques, au-dessus de ce que l'on appelle les points chauds, un endroit fixe où remonte naturellement le magma. C'est le cas du Piton de la Fournaise sur l'île française de la Réunion, un des volcans les plus actifs du globe. Enfin, précisons tout de suite que ce sont les volcans dits explosifs, aussi appelés volcans gris, qui ont un impact significatif, mais temporaire, sur le climat. Comment les éruptions volcaniques peuvent affecter le climat ? Eh bien, les éruptions des volcans dits explosifs envoient dans l'atmosphère, sous forme d'impressionnants panaches, des quantités considérables de cendres et de poussière à plus de 10 voire 15 km d'altitude. Ces aérosols se propagent alors au reste du globe et restent un certain temps en suspension avant d'être progressivement lessivés par les précipitations. Le temps que ces particules se trouvent dans l'atmosphère, elles renvoient une petite partie du rayonnement solaire. La quantité de chaleur disponible en surface baisse et le climat se refroidit temporairement. À l'échelle mondiale, ce refroidissement peut atteindre, voire dépasser 0,5 degrés, mais plus localement, comme lors de l'éruption du mont Pinatubo en Indonésie en 1991. Quelles sont les autres éruptions volcaniques marquantes qui ont affecté le climat ? Eh bien, outre le Pinatubo, on retrouve les éruptions du Laki en Islande en 1783 qui a beaucoup affecté les conditions climatiques de l'Europe de l'Ouest. Certains affirment même qu'il y a un lien entre cette éruption et le déclenchement de la Révolution française, les conditions climatiques dégradées ayant affecté les récoltes. Il y a aussi le Tambora en Indonésie en 1815, avec la fameuse année 1816, qualifiée d'ailleurs d'année sans été en Europe et en Amérique du Nord tant l'été fut frais et humide. Ou encore le Krakatoa en 1883, toujours en Indonésie. Dans un passé lointain, voire même très lointain, des éruptions bien plus violentes que celles que je viens de citer ont eu des impacts majeurs sur le climat mondial, comme celle des champs Flégréens il y a 40 000 ans. C'est une estimation évidemment. Le supervolcan situé au niveau de la baie de Pouzol, près de Naples, et qui montre des signes d'activité jugés inquiétants par les scientifiques. Et comment en retour le changement climatique peut affecter les zones volcaniques ? Eh bien, tout d'abord, précisons d'emblée que c'est un sujet moins bien connu et moins bien médiatisé. Cependant, les liens existent. Lors des éruptions, des coulées d'une boue très concentrée composée d'eau et de débris volcaniques peuvent dévaler les pentes du volcan à toute vitesse. Ce sont les lahares. Ces lahares sont particulièrement dangereux lorsqu'un glacier sommital se trouve sur le cratère. Le lahar est alors alimenté par le volume considérable des eaux de fusion. Mais les lahares peuvent également se produire en dehors des éruptions. C'est notamment le cas sous les tropiques où, à la saison des pluies, les quantités de débris volcaniques présents sur les flancs du volcan peuvent être régulièrement remobilisées par les précipitations abondantes. Or, nous savons que les précipitations ont tendance à devenir plus intenses sous l'effet du changement climatique. La fonte des glaciers sur le long terme peut aussi avoir des effets non négligeables. C'est le cas en Islande, où la fonte provoque une détente de la croûte continentale. À l'intérieur du manteau, la baisse de pression fait fondre plus de roches et produit donc plus de magma, qui a alors tendance à remonter plus facilement vers la surface. Merci Quentin, j'ai appris mon mot du jour, lahar. Le fameux lahar. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ?
Alors, le prochain rendez-vous au cinéma Le Scénario se déroulera le 17 avril avec la projection du film Le village qui voulait replanter des arbres en partenariat avec le musée Eugène Honnête du Sel de Bretagne. L'entrée sera gratuite avec libre participation. Pour le débat, nous accueillons la réalisatrice Brigitte Chevet, plusieurs acteurs de la replantation dont Léa, la technicienne bocage, et le sénateur Daniel Salmon, à l'origine de la proposition de loi sur la gestion durable et reconquête de la haie. Et est-ce qu'on a du nouveau sur les balades et ateliers nature ? Écoute, j'étais en balade samedi 5 avril avec Renan pour le stage de pistage animalier dans le bois de Sauve près de Verne-sur-Sèche. Pendant cette immersion d'une journée en forêt, nous avons appris à identifier les indices et traces des sangliers, chevreuils, blaireaux, écureuils et autres animaux. Une véritable découverte. Plusieurs balades sont présentées sur notre site internet. Par exemple, samedi 26 avril, Vera vous propose de découvrir les plantes sauvages au Parc des Gailleuls à Rennes. Le même jour, Renan vous initie à l'art des bois ou bushcraft au Grand Fougeray. Et le 14 mai, Isabelle vous accueille au Jardin des Merveilles, au Châtelier, pour un atelier sur une plante. Bienvenue dans l'univers du lierre terrestre. Retrouvez toutes les dates sur notre site agirpourtous.org. Et on va reparler aussi du site Mobilité pour tous, n'est-ce pas ? Oui, alors nous avons présenté notre nouveau site internet Mobilité pour tous Vallon de Vilaine à l'occasion de la soirée du 27 mars. À la suite de la projection du film Virage vers le futur, l'accueil du public a été très favorable. L'objectif est de faciliter la mobilité quotidienne dans les territoires ruraux, d'en réduire le coût et limiter l'impact carbone. L'association prend l'initiative avec un nouveau concept destiné aux particuliers, associations, entreprises ou collectivités locales. Mobilité pour tous concerne les mobilités dans les vallons de Vilaine, Bretagne, Port-de-Loire, communauté et Vallon de Haute-Bretagne, communauté, soit 38 communes et 75 000 habitants. Il est disponible gratuitement à l'adresse mobilitépourtous.org. Non seulement nous rassemblons en un point unique toutes les informations sur la mobilité, mais aussi deux navigateurs et surtout nous encourageons, dans une logique de multimodalité, les mobilités douces, marche à pied, vélo, l'usage des transports en commun et surtout la mutualisation de l'automobile. Conçu comme un véritable outil de solidarité, nous stimulons l'entraide via un forum et une messagerie instantanée déclinée sur les 38 communes du territoire. Des informations spécifiques sont mises à disposition des associations, entreprises ou collectivités locales pour optimiser les déplacements. Le site est parfaitement adapté à la lecture sur tablette et smartphone. En fonction des résultats, nous prévoyons de décliner le principe sur d'autres régions. La campagne de communication commence et va se poursuivre en mai et juin pour faire connaître le site et développer son utilisation. J'en profite pour te donner quelques résultats sur notre étude quantitative que nous menons déjà depuis quelques semaines. Alors, 37% des personnes interrogées n'ont aucun accès aux transports en commun. Oui, quand même. La fréquence limitée rend l'usage des transports pour le travail difficile et en soirée ou le week-end, c'est encore plus complexe. La voiture domine très largement avec plus de 82% d'usage quotidien, suivi de la marche, 39%, et du vélo, 34%. Alors bien sûr, on dépasse 100% dans la mesure où certaines personnes, bien sûr, combinent ces moyens de transport. Le véhicule est thermique en grande majorité. Le covoiturage est pratiqué pour seulement 32% des interviewés. Donc on a encore du chemin à faire. Largement. Et l'offre Blablacar Daily, qui a été mise en place par les deux communautés de communes, semble peu connue. Donc là aussi, il faut communiquer. Près de 45% des interviewés sont peu satisfaits ou insatisfaits de leur mobilité quotidienne. Pourquoi ? Les bouchons à l'entrée de Rennes, pour ceux qui prennent la voiture,
Pas assez d'aménagements cyclables sécurisés pour ceux qui voudraient se déplacer en vélo. Déficit d'offres de transport en commun, notamment le soir et le week-end. Oui, clairement, ça montre la pertinence du projet. Hein. Exactement. Et avant de conclure, est-ce que tu peux nous rappeler comment rejoindre ou soutenir notre association ? Oui, bien sûr. Alors, tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org et retrouver tous les épisodes de notre rubrique sur le site de Radio Laser. Podcast Les patates chaudes sont à l'antenne. Eh bien, parfait. À bientôt, Pierre-Emmanuel. Au revoir, Quentin. Au revoir.